Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer donc, avec le camarade Mamadou Ba, qui est militant à Copeira Vermelha, qui est, une organisation au Portugal qui fait partie du Bloco, du bloc de gauche. Ah, pardon. Du bloc de gauche, pas du Bloco. Excuse-moi. Pas de souci. I'm sorry. Pas de souci. Et qui est aussi militant à SOS Racisme. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Une petite rectification. Topera Vermelha, c'est un collectif, pas du bloc de gauche, mais qui a des militants qui sont aussi du bloc de gauche, d'anciens militants de l'ancienne section de la 4. Donc, mais il y a des militants du bloc de gauche aussi au Topera Vermelha. Et aussi une petite précision, parce que c'est important, étant donné qu'il y a des camarades français ici. Le SOS Racisme Portugal n'a rien à voir avec le SOS Racisme français. C'est important qu'on le dise quand même. Hein? Bien, je veux faire 2 remarques préliminaires avant qu'on entre au vif du sujet. La première remarque, c'est on note une absence de personnes racisées. Ah, ok. Quand c'est bon, je peux... allez. Je peux. Bon, 2 remarques préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. La première, c'est que nous avons une absence notoire de personnes non racisées dans nos rangs. Hein? Ça doit nous préoccuper. Hein? Des personnes non blanches, si vous voulez, pour qu'on parle un peu dans un langage beaucoup plus clair et un peu décolonial, si vous voulez, mais bon, on en reviendra un peu. Et c'est pas... Ça doit nous préoccuper le fait qu'on n'a pas de personnes racisées assez présentes dans nos rangs, parce qu'on ne peut pas faire la lutte pour la transformation, surtout un agenda antiraciste, sans qu'on puisse compter avec les personnes racisées. Donc, c'est une remarque préliminaire qui doit nous préoccuper toutes les organisations. C'est une petite remarque préliminaire qui doit préoccuper toutes les organisations qui sont ici présentes. Hein. Faire de sorte à ce que, franchement, qu'on ait des personnes racisées au sein de nos organisations. La deuxième remarque préliminaire, c'est pendant longtemps, on a toujours confondu agenda antiraciste et programme antiraciste. Il est évident qu'il n'y a pas d'agenda sans programme antiraciste, il n'y a pas non plus de programme antiraciste sans agenda antiraciste. Mais pour qu'on puisse avoir une lutte antiraciste, il va falloir que l'on comprenne que cette confusion n'est pas assez salutaire et elle peut se traduire par une défaillance de la façon de faire la lutte contre le racisme. Donc, il faut qu'on prenne attention à ces deux aspects, ne pas confondre agenda et programme antiraciste. Hein. Et le sujet qui nous amène ici, c'est un sujet assez vaste. On m'a demandé de parler sur plusieurs choses, sur le racisme, sur l'auto-organisation, sur la question des frontières, sur la question de l'immigration, sur les mouvements, sur le bilan que l'on fait des mouvements antiracistes. Mais je préfère plutôt parler de façon beaucoup plus concentrée sur ce qui me paraît assez important pour un agenda antiraciste. C'est d'abord que l'on puisse effectivement faire, disons, une approche beaucoup plus fine du thème qui nous concerne ici. Et Peter, hier, dans son propos sur la question LGBTQ, a effectivement parlé de la question structurelle qui lie la misogynie à l'oppression de genre, hein, et à l'homophobie aussi. Et je pense que pour que l'on puisse faire une approche sérieuse de la question raciale,
il va falloir aussi que l'on ait une approche similaire par rapport à la question raciale au sein de nos organisations. Donc il va falloir établir un lien étroit entre le racisme structurel et le racisme institutionnel, ce qu'on appelle communément dans l'espace francophone le racisme d'État. Mais je n'irai pas, c'est un débat qu'on peut avoir entre nous, mais il va falloir que l'on fasse cette distinction et ce rapprochement entre ce qui traduit le racisme ordinaire. Pour pouvoir combattre le racisme ordinaire, il va falloir qu'on comprenne d'abord le caractère structurel du racisme. Et pour mieux appréhender le racisme, il va falloir comprendre aussi que le racisme est structurellement lié il faut que je reprenne. Alors, pour mieux appréhender le racisme, il nous faut saisir son caractère structurellement capitaliste. Hein? Pour mieux appréhender le racisme, il nous faut saisir son caractère structurellement capitaliste. Parce que le capitalisme est au fondement même de la structure raciale. Le racisme est donc un produit et un instrument de domination, de contrôle des formes de production, de redistribution, donc d'organisation sociale et politique. Sans impérialisme colonial, sans révolution industrielle, sans esclavage, sans colonialisme, sans modèle économique prédateur, et encore moins une hiérarchisation de l'humanité en fonction d'une certaine déshumanisation d'une partie de cette humanité, il n'y aurait pas eu de racisme. Et le racisme n'aurait pas survécu pendant si longtemps. Même après la Révolution française, la Révolution haïtienne et les autres qui se sont suivis, donc, il nous faut comprendre que cette structure idéologique qui a érigé le racisme comme forme de rationalité, qui a normalisé les rapports de force en fonction des intérêts de la bourgeoisie et du capital, sont encore aujourd'hui ceux-là qui déterminent la survie du racisme comme culture hégémonique dans les sociétés occidentales. La normalisation de cette rationalité économique, qui est une doctrine idéologique, trouve sa base dans une trilogie, qui est l'illuminisme, l'universalisme et le colonialisme. Cette trilogie, l'illuminisme, l'universalisme et le colonialisme, ont su duplier le racisme comme une subjectivité politique normale ou normalisable, hein, en tant que dispositif politique de survie du capital, ou du capitalisme si vous voulez. Donc on peut dire grosso modo que le racisme ne peut survivre que sur la base de 3 dimensions. La dimension économique, la dimension politique, et sur un arsenal de subjectivité autour desquels se construisent les rapports de force, donc de différenciation et de hiérarchisation des personnes. Hein? Face à cela, il est donc évident qu'il nous faut plus qu'un agenda, mais plutôt un programme antiraciste. Parce qu'en fait, il est impossible de défendre un programme antiraciste
sans centralité politique et sans substance programmatique à la question raciale dans nos approches et dans nos luttes quotidiennes. Et c'est là où le bas blesse. Car si en même temps on peut dire que les luttes antiracistes ont connu quelques avancées, et certes, ces luttes ont connu quelques avancées, il n'en reste pas moins que la question raciale pose d'immenses et complexes questions pour nos organisations actuellement. Non seulement pour des questions d'héritage colonial dans les sociétés occidentales, mais surtout à cause des nouvelles formes d'affirmation des populismes fascistes en Europe, et pas seulement en Europe, dans le reste du monde. Donc, du point de vue des acquis, on peut noter la politisation des mouvements antiracistes en général, une certaine massification des luttes, une plus grande capacité d'organisation, même si par endroits elle reste déficitaire du point de vue organique, du point de vue programmatique, une plus grande visibilité dans l'espace public, un meilleur potentiel de capacité de confrontation idéologique avec les nouvelles formes de racisme, pas seulement le racisme chromatique, noir, blanc, jaune, arabe, mais aussi le racisme culturel. Et pour cela aussi, une meilleure possibilité ou une plus grande possibilité d'intersectionnalité des luttes croisant les dimensions de race, de classe et de genre. Et ici, il y a deux types d'approches possibles, de mon point de vue. Il y a l'approche qui puise dans le marxisme hétérodoxe, plus particulièrement dans ce qu'on appelle dans les courants du black marxisme ou des cultural studies ou des subaltern studies. On a beaucoup de penseurs autour de ça. Il y a Paul Gilroy qui parle un peu du phénomène post-racial. Il y a Homi Bhabha, il y a Spivak, il y a Stuart Hall des cultural studies. Il y a Theo Goldberg du racisme structurel. Donc on a beaucoup d'apports de contributions des mouvements antiracistes parce qu'ils sont divers, ils sont hétéroclites, comme le sont aussi les interprétations marxistes de la lutte antiraciste. Et il y a une approche qui est la plus problématique entre nous, celle que certains appellent l'approche identitaire, mais que je préfère plutôt moi appeler approche autonomiste. On en discutera plus tard. Ce sont des courants idéologiques radicaux qui s'inspirent de penseurs post-coloniaux ou décoloniaux comme Fanon, Angela Davis, Malcolm X, Bell Hooks, etc. Donc il y en a plusieurs. Et ici, il faut bien rappeler aussi à ce propos les échanges entre Trotsky et Arne Swenbeck, secrétaire de la Ligue communiste américaine, déjà en 1933, imaginez-vous, déjà en 1933 du siècle passé, il y avait ce débat au sein de notre courant où Trotsky et le secrétaire de la Ligue communiste d'Amérique ont eu des échanges sur la question noire. Et Trotsky et Arne Swenbeck aussi ont eu des échanges avec Sylar James, un intellectuel noir, qui a aussi eu des échanges avec Trotsky sur la question noire. Au moment où, effectivement, on était au plus haut moment du nazisme, dans les années 30, 33, 34, 35, 39. Donc ce n'est pas une question nouvelle entre nous. Le fait est qu'on a perdu un peu de temps par rapport à une reformulation de cette question, parce que la question noire, elle ne pose pas seulement la question de savoir comment est-ce que le mouvement antiraciste doit s'organiser, mais c'est surtout de savoir comment est-ce que le mouvement socialiste révolutionnaire doit interpréter les luttes antiracistes dans son programme. Donc,
il me paraît important que ces deux tendances nous posent des problèmes parce que, pour deux raisons à mon avis. La première, c'est qu'elles sont soit en rupture avec la gauche. La gauche, ici, on peut mettre tout dans le sac, que ce soit nos courants, que ce soit les sociaux-démocrates, que ce soit un peu ce qu'on appelle les sections chrétiennes ou religieuses des partis sociaux-démocrates, ou soit il y a une méfiance mutuelle entre nous et ces courants. Et cette méfiance, ou cette rupture, ou ce divorce entre ces courants ou ces mouvements antiracistes pose un problème sérieux pour la construction d'une alternative capitaliste, socialiste et révolutionnaire. Parce qu'il est impossible de construire une société socialiste révolutionnaire dans un contexte où le racisme n'est pas pris en charge de façon structurelle. Donc, les défis sont immenses. Je peux citer quelques-uns qui me paraissent les plus fondamentaux parmi nous. Le premier défi que nous avons, c'est construire une capacité à reformuler notre approche traditionnelle de lutte antiraciste qui soit capable d'absorber les perspectives que nous considérions jusqu'à présent lacunaires du point de vue stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart du temps, quand on est en dialogue et en dispute avec les mouvements antiracistes, notre tendance, c'est de les considérer peu programmatiques, peu politisés, peu organisés. Alors que ces mouvements ont des formes d'organisation qui ne sont pas les nôtres. Il va falloir que l'on cultive une capacité stratégique et tactique de pouvoir interpréter ces formes d'organisation et de voir comment est-ce qu'on peut les incorporer dans nos traditions de lutte. Donc c'est un grand défi que nous avons, dont nous n'avons pas encore été capables de le faire parce que j'ai commencé par ça en disant que si on regarde cette salle, elle est assez monochromatique quand même. Hein? Et ce n'est pas par hasard qu'elle soit monochromatique. Ce n'est pas que ces mouvements antiracistes qui sont dans la rue, qui s'organisent, ne sont pas capables d'interpréter des formes de lutte pour la transformation de leurs conditions de vie. Donc, de notre condition de vie en tant qu'humains, en réalité. C'est qu'ils ne trouvent pas encore les espaces parmi nous. Ils ne trouvent pas les meilleures formules de dialoguer et de construire un agenda et un programme antiraciste avec nous. Donc, c'est un défi qui s'oppose à nous et à ces organisations, évidemment, mais plutôt à nous. Hein. L'autre défi, c'est une souplesse tactique capable de conjurer les spectres de la méfiance mutuelle sur la portée stratégique des formes de lutte antiraciste. Pour effectivement reconstruire le lien qui s'est cassé. Comme vous le savez, les mouvements antiracistes ont connu leurs apogées dans les années 80, plus particulièrement à partir de 1985-86, après en 1990, et il y a après eu une rupture. Parce que tout simplement, ces mouvements ont été capturés par la social-démocratie la plupart du temps. La plupart d'entre eux ont été capturés par la social-démocratie. Il s'est créé une élite antiraciste au sein des communautés racisées qui ont un agenda opportuniste qui n'est pas révolutionnaire, qui est assez arriéré du point de vue de la dispute pour la transformation radicale des rapports de force, qui n'ont pas une approche anticapitaliste dans leur forme d'intervention et qui souvent sont sectaires par rapport aux mouvements antiracistes beaucoup plus radicaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces mouvements se sont fracturés à un moment donné, et donc ça a fragilisé la possibilité de construire un sujet politique antiraciste au sein de nos organisations
et aussi au sein même des organisations des communautés racisées. Mais il nous faut surtout, et c'est ça le plus grand défi à mon avis, il nous faut surtout une intelligence tactique et un compromis stratégique pour traduire le programme de transition que l'on connaît parmi nous dans les revendications immédiates dans les mouvements antiracistes. Comme ça, on pourrait contraindre la cannibalisation et l'opportunisme du mouvement antiraciste en soi. Il y a beaucoup de chapelles antiracistes contrôlées soit par les églises, soit par la social-démocratie, soit par les bureaucraties syndicales, soit par les partis traditionnels bureaucratiques. Et aussi éviter que ces mouvements soient capturés et domestiqués par d'autres courants, beaucoup plutôt, je dirais, des courants isolationnistes qui commencent à gagner de l'espace dans le mouvement antiraciste. Ce n'est pas que ces courants ne soient pas radicaux dans leur forme de lutte, qu'ils n'aient pas certaines approches anticapitalistes, mais c'est un anticapitalisme assez arriéré, assez limité et presque pas internationaliste. Et on ne peut pas aujourd'hui, dans le cadre où on a une floraison de fascisme partout dans le monde, ne pas avoir un agenda antiraciste qui soit aussi internationaliste. Parce que si vous voyez ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe aux Philippines, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe en Europe, on comprend effectivement qu'il y a un lien structurel comme je l'ai dit dès le début, c'est que la race, c'est en définitive un dispositif de survie du capital, comme catégorie politique. Donc essentiellement, ce que je veux vous parler, et là après on viendra sur les questions, comment est-ce qu'on doit s'organiser, mais je veux surtout vous parler de tactique et de stratégie du mouvement antiraciste au sein de nos organisations. Du point de vue tactique, nous devons faire deux choix essentiels, à mon avis. Redéfinir complètement notre approche de lutte antiraciste, parce que celle que nous avons adoptée jusqu'à là, elle n'a pas encore donné de résultats, on le voit. Nous sommes, par ailleurs, par-ci, par-là, quelquefois, nous assumons le rôle de direction politique du mouvement antiraciste, mais nous n'avons pas encore réussi à être hégémoniques du point de vue non seulement du récit antiraciste, mais aussi du combat antiraciste et de son articulation avec un agenda anticapitaliste. On n'a pas encore été capable de le faire de façon structurelle dans les sociétés occidentales. Donc, ce qui nous ramène à redéfinir complètement notre stratégie jusqu'à présent. Cela implique un grand défi qui est de revoir une révision programmatique. Je dis bien révision, je ne dis pas abandon et encore moins trahison. Donc, il va falloir être capable d'adapter nos formes traditionnelles au nouveau contexte, à l'émergence et à la consolidation du populisme néofasciste, sans tomber dans la chimère, et ça c'est un grand défi, sans tomber dans la chimère qui fait croire que l'antifascisme est synonyme d'antiracisme. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on le voit. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les couches populaires, aujourd'hui en Europe ou partout dans le monde, qui étaient traditionnellement plus proches
des partis politiques de gauche votent plutôt aujourd'hui des programmes fascistes. Au Brésil, en Europe, partout en Europe, c'est parce que tout simplement, le racisme a laissé ses séquelles de subjectivité culturelle au sein des couches populaires et dont on n'a pas encore trouvé la meilleure formule pour répondre à cette circonstance. Donc c'est un défi de reformulation programmatique, d'intelligence tactique par rapport à cette circonstance. Il va falloir aussi s'inscrire dans les débats théoriques et idéologiques des courants antiracistes qui convoquent des débats qui nous paraissent difficiles. Je veux parler des concepts qui sont parfois polémiques parmi nous, des concepts comme la perspective décoloniale, la blanchité, les privilèges blancs. Il va falloir que l'on soit capable de discuter avec ces courants et de disputer leur hégémonie au sein du mouvement antiraciste. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que ça nous pose la question charnière et traditionnelle parmi nous. C'est celle de savoir, est-ce que la race, en tant que catégorie politique, est un instrument aussi utile que la catégorie classe ou la catégorie de genre pour les disputes, pour la transformation sociale? Est-ce qu'on est capable, comme on le fait du point de vue de la question du genre et de la question de classe, de convoquer la race comme catégorie politique de dispute pour la transformation sociale? Est-ce qu'on est prêt à faire ce débat? Parce que tant qu'on n'est pas prêt à faire ce débat, on n'aura pas la possibilité d'ouvrir un dialogue et une confrontation avec ces mouvements-là et de disputer leur espace. Ce n'est pas par hasard que nous avons partout en Europe, dans les espaces dits post-coloniaux, des mouvements qui surgissent et qui ont une grande répercussion au sein des communautés racisées, mais qui ont une grande méfiance par rapport à nos courants. Donc il va falloir que l'on puisse se confronter à cette réalité. Cela ne veut pas dire que nous allons trahir encore une fois notre programme ou que nous allons l'abandonner, mais il va falloir qu'on ait une intelligence tactique et un compromis stratégique à court et à long terme pour pouvoir établir non seulement ce dialogue, mais aussi construire cette dispute et essayer de gagner cette dispute-là. Du point de vue stratégique, donc il va falloir savoir répondre aux urgences essentielles que la droite, l'extrême droite, et même souvent les sujets politiques racisés convoquent. La question des politiques d'identité. C'est un débat qui est venu et qui va marquer le prochain cycle politique en Europe. Parce que comme vous voyez, il y a plusieurs organisations autour d'une revendication identitaire, soit autour de la culture, de l'appartenance culturelle, soit autour de l'appartenance chromatique, le fait d'être noir, arabe, non blanc, disons, gitan. Et ce n'est pas par hasard que les représentants de la fachosphère, du Brésil à la Hongrie, des États-Unis aux Philippines, le système capitaliste soutient et alimente des personnages ténébreux comme Jair Bolsonaro, Viktor Orban ou Trump, parce qu'effectivement ces gens-là arrivent à convoquer la question
l'appartenance identitaire pour faire une instrumentalisation de la lutte antiraciste. Et on l'a vu tout récemment, tout le scandale autour des attaques de Trump aux élus non blancs du Congrès aux États-Unis. C'est une façon intelligente de leur part, du système, de convoquer la question de l'appartenance identitaire pour s'aborder le débat antiraciste et sa portée plutôt stratégique. Il faut aussi oser affronter le difficile débat du privilège. Parce que quand on parle de privilège blanc, souvent parmi nous, les gens ne comprennent pas que quand on parle de privilège blanc, on n'est pas en train de parler d'une identité. On est plutôt en train de parler d'une construction historique d'accumulation de privilèges qui découle de la circonstance historique de l'accumulation capitaliste. Donc, le privilège blanc, ce n'est pas une question d'identité, mais c'est surtout une question de conditions socio-économiques construites tout au long de l'histoire. Et c'est de ça qu'on doit être capable de discuter quand on veut discuter avec ces mouvements-là. Et le mouvement antiraciste, anticapitaliste, socialiste révolutionnaire, qui ne soit pas capable de discuter la question du privilège comme il s'oppose dans le mouvement antiraciste, ne sera pas capable de construire un agenda, encore moins un programme antiraciste. Donc, il nous faut oser affronter le difficile débat des privilèges, pas dans l'assomption de l'indigénisme abstrait, c'est-à-dire des courants comme le Parti des indigènes de la République, avec tout le respect qu'il me mérite, mais dans une démarche de déconstruction et de reconstruction de subjectivités politiques nouvelles. C'est-à-dire faire comprendre aux couches populaires blanches que leur ennemi, c'est le capital. Ce n'est pas le travailleur immigré, ce n'est pas le travailleur arabe, ce n'est pas le travailleur noir, ce n'est pas la femme de ménage noire, mais c'est plutôt le capital qui est notre ennemi commun. Et que le fait qu'un travailleur noir ou arabe puisse être remis au bas de l'échelle de la pyramide sociale ne va pas résoudre les contradictions structurelles des rapports de force entre capital et travail. Donc, si on n'est pas capable de faire cela, on ne sera pas capable de disputer cette hégémonie au sein du mouvement antiraciste. Et le mouvement antiraciste sera toujours capturé par les courants réformistes. Parce que les courants réformistes ont un agenda opportuniste et aussi, surtout parce que les courants réformistes sont inscrits dans le déni. Il y a des questions qui ne sont pas résolues au sein de nos rapports avec les courants antiracistes, c'est l'héritage colonial. Tout récemment, le camarade Besancenot a dit, finalement, pour la première fois, j'entends une figure publique d'importance capitale dire que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas seulement reconnaître que le colonialisme est un crime contre l'humanité, ce n'est pas seulement reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais c'est surtout se poser dans une démarche de réparation historique. Les réparations historiques, ce ne sont pas des réparations mercantiles, mais c'est surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un déficit d'égalité entre personnes racisées et personnes blanches. Parce qu'il y a une dette historique qui explique ce déficit d'égalité entre ces personnes-là. Donc, pour répondre à cela, il va falloir convoquer effectivement tout le trajet historique du colonialisme, de l'esclavage, et pouvoir alors entrer en dialogue avec ces mouvements pour reconstruire un espace de confiance et rebâtir un agenda antiraciste et un programme antiraciste.
Donc je termine comme j'ai commencé. Intelligence tactique, compromis stratégique, traduit en centralité politique et substance programmatique la question raciale. Parce que le socialisme que nous voulons ne se fera pas sans que nous puissions avoir au sein de nos organisations et par extension dans le mouvement antiraciste dans lequel nous jouons des rôles de direction politique, une centralité politique de la question raciale et une substance programmatique de la question raciale. Nous avons d'autres questions qui étaient dans le programme, par exemple la question des frontières. Évidemment, c'est un débat qu'on doit reposer parmi nous, mais il va falloir qu'on évite une confusion, à mon sens, qui parfois est un piège dans le débat. Il va falloir savoir faire la différence entre les approches sur les questions migratoires et les approches sur les questions du racisme. C'est fondamental. Toutes les personnes racisées ne sont pas des immigrés. Hein? Et c'est une erreur qu'on est en train de commettre depuis longtemps. À chaque fois qu'on discute la question raciale, on l'accole automatiquement à la question de l'immigration. Alors que la question de l'immigration est à peine une conséquence de ce qui est devenu structurellement le modèle de gestion de la mobilité, qui en soi est une conséquence du capitalisme, qui en soi est une conséquence de l'impérialisme et du colonialisme. Donc, il va falloir qu'on puisse refaire ce trajet du point de vue théorique, programmatique et politique. Faire cette distinction est assez importante pour que, du point de vue interne, par exemple, on va construire un agenda, parce que l'internationalisme nous convoque à ne pas faire cette différence, surtout du point de vue ontologique, entre ce qui est un sujet politique non racisé et un sujet politique tout court. Mais du point de vue tactique, du point de vue stratégique, on a intérêt à le faire, parce que sinon on ne va pas accumuler des forces pour pouvoir construire un mouvement antiraciste conséquent, capable de disputer aussi, non seulement ici, en Occident, mais aussi dans les pays d'origine, dans leur pays d'origine. Et surtout combattre les bourgeoisies, parce qu'il y a, comme on le sait, du point de vue de la gestion des questions migratoires, il y a effectivement une coalition d'intérêts. Les bourgeoisies périphériques des pays d'origine des communautés immigrées et les bourgeoisies de l'Occident ont un intérêt à maintenir cette séparation, par exemple, que l'on voit aujourd'hui dans le débat public. On a tendance à faire une distinction entre réfugiés et immigrés, alors que tous ces deux sujets politiques sont la conséquence de la même structure du capitalisme. Donc, pour terminer, je dirais encore une fois, je répète, il nous faut recentrer la question raciale dans nos programmes, parce qu'on ne peut pas avoir un mouvement antiraciste fort si on n'a pas un programme antiraciste assez structuré. On ne peut pas avoir un programme antiraciste substantiel si on n'a pas une centralité politique de la question raciale dans nos luttes quotidiennes. Merci. Je pourrais pas répondre à toutes ces questions une à une. J'essaierai de faire un résumé des questions qui ont été posées. Mais je commencerai surtout par la question de la frontière, qui me paraît essentielle parmi nous. Parce que je considère que la frontière est un instrument politique d'organisation sociale à l'échelle nationale et mondiale, qui non seulement définit l'appartenance, mais structure aussi économiquement et politiquement l'accès à des espaces déterminés en fonction des caractéristiques et des réalités qui résultent des options en perspective ou en conflit.
C'est-à-dire, voilà pourquoi on doit comprendre que nous devons chaque fois de plus poser la question de la frontière. Parce que la frontière est un instrument d'assujettissement économique et de contrôle économique. Si vous regardez, les frontières de l'Union européenne sont élastiques en fonction des opportunités et du jeu géopolitique. Souvent, elles se rétrécissent vers les marges européennes de la Méditerranée. Parfois, elles s'élargissent de l'autre côté des marges africaines de la Méditerranée, en fonction de la gestion des jeux géopolitiques. Donc, fondamentalement, la frontière ne sert qu'à définir les intérêts stratégiques du capital et de la gestion de la force du travail. Parce que quand vous voyez les accords bilatéraux que l'Union européenne a signés avec la Turquie ou avec l'Afrique, vous comprenez tout simplement qu'il y a une dimension structurellement capitaliste dans la gestion des frontières et par conséquent aussi dans la gestion de la mobilité. Deux exemples. Si vous prenez le dernier budget de l'Union européenne, il a été augmenté à hauteur de 21 milliards d'euros pour le cadre pluriannuel, c'est-à-dire jusqu'à 2027. 21 milliards d'euros seulement pour surveiller les frontières. Si l'Union européenne investissait autant d'argent pour combattre la ségrégation spatiale, l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation des personnes racisées en Europe, elle aurait contribué de façon beaucoup plus réelle et significative à combattre le racisme et à construire une autre société. Mais en réalité, son objectif, ce n'est pas ni de garantir la sécurité des gens qui cherchent à atteindre l'Europe, ni à combattre l'insécurité, mais c'est plutôt pour créer une idée, une image, un concept, un récit selon lequel l'Europe est menacée et donc doit se défendre. L'émigré s'est transformé en un ennemi imaginaire. Si vous regardez l'arsenal juridico-administratif et politico-militaire dont dispose l'Union européenne, vous comprendrez par exemple que l'immigré, au fait, est juste un dispositif politique pour maintenir les relations géopolitiques de l'Union européenne avec le reste, ou disons les pays occidentaux avec les pays dits du Sud. J'aime pas beaucoup le terme occidental parce que je pense qu'il y a tout un débat que nous devons développer autour de ce concept. Qu'est-ce qui est occidental, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'il y a un syndrome d'occidentalisation dans le récit, dans les discours, qui cherche plutôt à maintenir cette idée de eurocentrisme et de supériorité civilisationnelle de certains espaces et de certaines cultures par rapport à d'autres. Mais c'est un autre débat. Pour répondre à Axel, je veux, sur la question de l'antisémitisme et la question de la blanchité. Fanon disait dans son ouvrage Les damnés de la terre, quand on parle du juif, on parle de moi. On parle du juif, on parle de moi. On parle de moi, le nègre, le noir. Alors, il faut qu'on comprenne que, au fait, toutes les catégories racisées, parce que la race est une construction sociale et politique et historique. Donc, ce qui lui donne une certaine importance, c'est le rôle qu'elle peut jouer comme dispositif dans la dispute idéologique et dans les rapports de force politique. Donc nous, en tant que militants révolutionnaires, ce n'est pas que l'on soit contre le dispositif race en tant que tel, parce qu'effectivement, l'identité n'est pas une formule, disons, statique, c'est une dynamique qui répond à une nécessité d'affirmation
d'un lieu. Par exemple, mon lieu d'énonciation ici, c'est en tant que sujet politique racisé, parce que ce qui me définit, ce n'est pas la couleur de ma peau, mais c'est la condition socio-économique dans laquelle je me trouve, et ce qui fait qu'à partir d'elle, qu'est-ce que je peux revendiquer comme citoyen, comme personne dans la société. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il va falloir qu'on évite ce conflit artificiel que l'ennemi principal crée au sein des communautés racisées, qui est celle d'essayer d'hierarchiser en fonction de la dimension chromatique ou mélanique du sujet racisé en question, la problématisation du racisme. Parce que le racisme en soi, c'est une question de pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il n'y en a pas de racisme anti-blanc parce que historiquement, les gens qui ont eu la possibilité de pouvoir définir à partir d'un espace, d'un lieu, de s'affirmer comme tel, il y a un chercheur brésilien qui dit les Blancs, jusqu'à ce qu'il y ait eu un grand mouvement antiraciste, ne se sentaient pas blancs parce qu'ils n'ont jamais été considérés, ils ne se sont jamais sentis comme blancs. Personne ne disait qu'ils étaient blancs. Mais, donc, les blancs étaient une exception. Le noir était le problème, ou les personnes non blanches étaient un problème parce qu'elles étaient racisées du point de vue culturel, du point de vue théorique, du point de vue idéologique. Donc, il va falloir qu'on fasse cet effort au sein de nos courants pour détruire l'idée que la race est un concept biologique, parce qu'il ne l'est pas. C'est un concept historiquement, socialement et culturellement construit. Donc, effectivement, Axel a place dans un espace racisé à partir du moment où tu es victime d'un processus de racialisation. Effectivement. Cela ne veut pas dire non plus que nous devons ignorer qu'il y a des formes structurelles de racisme qui répondent par soit négrophobie, romanophobie, islamophobie et toutes les autres phobies qui découlent effectivement de tout un processus d'un héritage colonial qui se construit dans la culture occidentale. Sur les questions de l'État et sur la question de l'extrême droite, évidemment, on ne peut pas faire l'économie dans un débat sérieux des questions structurelles, des questions matérielles, des dimensions matérielles qui font que les couches populaires optent pour voter pour la fachosphère, mais on ne peut pas non plus, sous peine ou sous le risque de continuer à perdre la bataille de l'hégémonie culturelle. Parce que ce que la droite est en train de parvenir à faire, c'est de convoquer les subjectivités culturelles les plus profondes pour parler aux gens qui sont en désarroi. Donc il va falloir que nous soyons capables, en construisant nos réponses politiques, aussi de convoquer les subjectivités politiques pour pouvoir parler aux personnes qui utilisent précisément, comme l'a dit Zoé, des techniques de survie. Parce que les techniques de survie sont une annonciation de l'humanité en soi de ces personnes-là. Parce qu'une personne qui n'a pas la faculté de convoquer une technique de survie n'est pas en condition de disputer à la dignité en soi-même. Donc, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Je disais qu'une personne qui n'est pas capable de convoquer les techniques de survie n'est pas capable de lutter pour sa dignité. Et les immigrés, les personnes racisées en réalité, qui utilisent les techniques de survie, ne font que, à partir de ce moment, convoquer leur possibilité d'utiliser leur subjectivité politique pour se transformer en sujet politique réel. Donc, il va falloir aussi que la gauche apprenne, nous surtout, que nous apprenions qu'on ne peut pas continuer à regarder les immigrés comme étant simplement des victimes. Parce que ce sont des sujets de transformation radicale des rapports de force.
Et sur les questions de la flexibilité ou des souplesses tactiques, j'en ai assez parlé. Je pense que la question de l'État-nation elle est centrale du point de vue de l'héritage colonial en Occident, parce que c'est elle, en fait, qui consolide l'idée selon laquelle les gens appartiennent ou pas à un espace déterminé. J'aime toujours raconter cette expérience. Quand pour la première fois j'ai été à Lampedusa, il y a quelques 6-8 ans, au moment le plus chaud où arrivaient échouer les corps des morts aux plages de Lampedusa, ce qui m'a surtout choqué à Lampedusa, c'était que quand j'ai été visiter le cimetière de Lampedusa, j'ai noté une différence qui est absolument marquante. J'ai été visiter le cimetière de Lampedusa. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? La partie où étaient enterrés les immigrés était complètement différente de la partie où étaient enterrés les Lampédusiens. Et cette image, ce qu'elle veut dire en réalité, c'est que les personnes non blanches, même quand elles sont mortes, elles ne font pas partie de l'humanité. Parce qu'elles sont traitées en moins qu'humains, en réalité. Et cette idée qu'il y a des personnes, de par leur parcours historique ou de par leurs appartenances culturelles, elles sont moins qu'humaines, c'est un peu la structure même de l'idéologie sous laquelle est construite aujourd'hui l'idée de l'État-nation en Occident, qui fait que des personnes qui sont racisées ne sont pas considérées comme des sujets politiques à corps entier dans nos dispositifs politiques. Donc, voilà pourquoi nous, en tant que militants révolutionnaires, ce que nous devons revendiquer, ce n'est pas une démocratie d'État, mais c'est l'internationalisme socialiste révolutionnaire. Et je termine avec ça.